Bonjour à tous. Donc, je suis Sylvie Mainviel et effectivement, comme l'a dit Alain, je ne remplace pas, mais je parle au nom du ministère de la Culture et à la place donc d'Aurélie Le Soux qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc moi, je suis conseillère action culturelle et territoriale à la DRAC, à la Direction régionale des affaires culturelles, qui est donc la décentralisation du ministère de la Culture en région. Alors, donc je vais vous parler, la commande c'était de vous parler du cadre institutionnel du protocole, mais je vais faire évidemment un retour en arrière comme il a été déjà fait un petit peu ce matin. Déjà, je voudrais dire que je vous présente seul ce protocole, mais logiquement, il aurait fallu le présenter à deux, c'est-à-dire qu'on soit à deux voix, qui est la voix du ministère de la Culture et qui est la voix de l'autre ministère aussi pour le présenter. Donc, moi, je vais le présenter, mais de mon regard culture, et ça aurait été bien aussi qu'il y ait la parole du côté du ministère des Solidarités et de la Santé. Alors, je ne vais pas vous faire un historique de là où j'étais, moi, en 1968. Je crois que j'étais à l'école maternelle. Mais quand même, je vais faire cette présentation avec beaucoup d'humilité parce que je vais quand même faire un petit retour en arrière. Parce que je sais que je suis ici sur un territoire, en Gironde, qui a été vraiment l'alpha et l'oméga, j'allais dire, des politiques d'éveil culturel. Je ne sais pas si Martine Jardinet est revenue, si où elle est. Elle arrive, voilà, je vais parler avant qu'elle soit là, comme ça, voilà. Et en tout cas, je sais que... vous me ferez signe, voilà. Et je sais que donc on a été sur un département qui s'est beaucoup impliqué dans des actions d'éveil culturel en direction des jeunes et qui a été soutenu par toutes les institutions, par la CAF, par le Conseil général à l'époque, par la DRAC, par le Fonds d'action sociale, par le Conseil régional, par le CNFPT aussi. Et donc c'est vrai que cette dynamique, moi j'en ai bénéficié parce qu'à l'époque j'étais institutrice, voilà, et j'ai même menti à ma directrice d'école pour lui dire que j'allais à une formation obligatoire qui n'était pas du tout obligatoire, mais c'était les formations et les colloques proposés par le réseau enfance, famille. Alors je me suis émue auprès de Martine Jardinet tout à l'heure parce que à l'époque c'était le réseau girondin Petite enfance, famille, culture et lien social. Et là j'ai vu dans les dépliants qu'aujourd'hui il s'appelle Réseau girondin, petite enfance, famille et santé. Mais elle m'a bien assuré que la culture était toujours présente. Donc tout ça pour dire que c'était vraiment une dynamique qui était très innovante et qui avait déjà intégré toutes les préconisations des rapports ou des protocoles qui suivent en ce domaine. Donc c'est vrai qu'on est ici sur un territoire où il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et on peut avoir parfois l'impression, avec de nouveaux protocoles, qu'en fait on n'initie pas de nouvelles choses, mais on fait juste, comme vous l'avez dit, essayer de les maintenir pour qu'elles ne disparaissent pas. Alors, je vais... alors, un mot pour dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, madame, que rien n'est jamais acquis et que souvent ce sont des luttes contre vents et marées. Alors je ne sais pas qui est le vent et qui est la marée du ministère de la Culture, du ministère de la Santé, mais en tout cas, c'est vrai que dans les deux ministères, ces protocoles, ils ne vont jamais de soi et en interne dans les ministères, c'est toujours compliqué. C'est compliqué au niveau des collectivités, au niveau des régions pour maintenir ces dispositifs, souvent par méconnaissance, vous l'avez dit, avec des mauvais choix de décideurs qui ne sont pas tout à fait, j'allais dire, dans la réflexion de ce que peuvent apporter ces politiques. Mais c'est vrai que c'est une lutte et en interne, ce protocole, je vais y revenir, ça a aussi été parfois un peu compliqué. Donc, ce protocole, il est vraiment dans la lignée des autres protocoles interministériels signés par le ministère de la Culture. Et c'est l'enjeu, vous l'avez tous dit, d'accès à la culture, mais c'est un enjeu plus large que ça, qui est aussi un enjeu d'une politique de démocratisation culturelle. Je ne veux pas revenir à Malraux, mais où c'était vraiment l'accès à la culture pour avoir l'accès à l'œuvre pour l'œuvre en elle-même. Alors qu'aujourd'hui, avec les politiques de démocratisation culturelle, on est quand même sur des dynamiques, j'allais dire, plus... qui me semblent un peu plus intéressantes, voilà, qui sont sur accès à l'œuvre, mais aussi pour le lien que j'ai avec cette œuvre, mais aussi le lien que j'ai aux autres et le lien que j'ai dans l'environnement et dans mon ouverture au monde à partir de cette œuvre. Je ne détaille pas parce que ça sera un peu long, mais voilà. Alors donc, dans le cadre des politiques ministérielles, dans les années 80, donc ça a été l'époque où il y a eu des protocoles culture, éducation nationale en 83, culture, agriculture en 84, culture, justice en 86, culture et politique de la ville dans les années aussi 80-90, culture enfance donc en 89, culture et santé en 93, culture et université en 93 aussi, culture et tourisme plus récemment en 2006. Donc, tout ça pour dire que
ça semble aller de soi, tous ces protocoles qui ont été signés, mais il faut dire que c'est dans un contexte d'un ministère qui était encore jeune, dans les années 80, hein, c'est un ministère qui est apparu à la fin des années 50, et les DRAC ont été créés en 77, donc c'est vrai que tout ça a été des choses dans les années 80 assez récentes, et historiquement, notre ministère de la Culture, il s'est vraiment construit sur des compétences disciplinaires autonomes ou sur des grands champs qui sont l'archéologie, le patrimoine, les monuments historiques, le spectacle vivant, le cinéma, le livre et la lecture. Et tous ces domaines qui fonctionnaient en silo ne fonctionnaient pas entre eux. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et alors qu'aujourd'hui, c'est une approche très sectorisée qui est, j'espère, caduque. Je ne suis pas sûre que ça le soit dans tous les bureaux du ministère. Et que les questions de démocratisation culturelle, elles sont vraiment transversales et ça traverse des questions de problématiques de l'éducation artistique pour les jeunes, la question des territoires ruraux, la question de l'aménagement culturel, la question aussi des pratiques amateurs que notre ministère ne sait pas très bien aborder. Donc, ces questions de démocratisation culturelle, par lesquelles viennent ces protocoles-là, il ne faut pas l'oublier, elles ont fait l'objet de résistance et de polémiques. Parce qu'en fait, partager des expertises pour les mettre en dialogue avec d'autres, ce n'est pas une démarche très, très évidente. Ou alors, c'était des politiques qui étaient vraiment cantonnées, et moi, je suis arrivée en DRAC il y a 10 ans, c'était des politiques qui étaient très cantonnées aux conseillers de ces secteurs-là, de l'action culturelle ou de l'éducation artistique, mais qui n'étaient pas du tout partagées avec les conseillers, spectacle vivant, cinéma, livre-lecture. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre DRAC, et j'en suis ravie, ce sont des politiques qui sont très transversales. Ah, voilà Madame Jardinet, elle a raté mon hommage, tant pis. Voilà, vous avez raté mon hommage. Je dis que je vous dois beaucoup de choses. Voilà. Alors, je fais juste une petite incise, puisque j'ai un peu de temps, j'en profite, et parce que j'ai coupé certains passages qui auraient été redondants avec ce qui s'est dit ce matin. Quand on parle de démocratisation culturelle, on entend beaucoup, souvent, dans les rapports ou dans des choses dites, qu'on est sur un échec de la démocratisation culturelle. Et moi, j'aimerais bien, là, pendant 2 minutes, dire qu'effectivement, il y a sûrement des échecs, il y a des écarts qui persistent, qui sont issus d'études tout à fait intéressantes, hein, entre des populations aisées qui sont aptes à des sorties culturelles et puis des populations qui sont plus en difficulté, souvent peu diplômées et plus indifférentes à un certain type de culture. Mais toujours est-il que ce constat, il doit vraiment être nuancé par l'observation de fréquentations plus populaires lors de grandes manifestations nationales. Et quand on prend les fréquentations dans des secteurs comme la fête de la musique, la fête des jardins, la fête du patrimoine, plus récemment la nuit des bibliothèques, voilà, toutes ces manifestations-là qui sont devenues nationales et européennes, enfin certaines, voilà, ou internationales, elles ont un impact très fort en termes de fréquentation par des publics qui déjouent à cette occasion tous les marqueurs traditionnels qui sont bloquants pour la sortie culturelle, avec le niveau de diplôme, de revenus et de niveau social. Donc c'est vrai que quand on entend l'échec de la démocratisation culturelle, certes, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on peut quand même relativiser avec certains aspects. Après, avant d'enchaîner vraiment sur le premier protocole, je ne reviendrai pas sur des fondamentaux qui ont été donnés ce matin et que je partage vraiment, mais juste une chose pour dire qu'effectivement, ces protocoles liés à la petite enfance et à l'éveil culturel, ce n'est pas du tout le préambule à l'éducation artistique. C'est en soi un moment d'éducation artistique où prend racine l'ouverture aux arts et à la culture. Et ça, il faut toujours le répéter parce que ce n'est pas forcément acquis dans l'esprit de pas mal de personnes. Et bon, je ne reviendrai pas aussi sur toutes les études qui ont montré les processus psychologiques chez les bébés ou les très jeunes par rapport à cet impact-là. L'autre point que je voulais aborder, c'est ce point-là. Et j'y pensais quand vous avez montré la diapositive ce matin sur les photographies prises par les enfants qui pouvaient se confondre avec des œuvres d'art. Et souvent, on est obligé d'expliquer avec des collègues ou avec l'IDAC ou avec des personnes avec qui on travaille, donc aux personnes des territoires avec qui on élabore des projets, que l'éveil artistique n'est pas de la création artistique en soi, mais qu'il s'agit vraiment de découverte, d'exploration de nouveaux langages plastiques, musicaux, poétiques, corporels, etc.,
Mais il ne s'agit pas d'apprendre à créer des œuvres d'art. Et souvent, c'est un raccourci qu'on voit, et qu'on voit même dans des mallettes pédagogiques qui émergent très bien, peints à la manière d'eux, etc. Ça peut être tout à fait intéressant. Mais voilà, quand on est avec de la présence d'artistes et avec des projets vraiment d'éveil culturel, on n'est pas sur cette approche-là qui peut entraîner parfois des dérives ou des incompréhensions dans le statut de l'œuvre aussi, le statut de l'œuvre, de l'enfant, etc. Et puis, je rebondis sur ce qui a été dit ce matin, finalement. Voilà. Et ce matin, vous avez parlé aussi, vous avez cité Dolto, je crois que c'est vous, M. Caillard, qui avez cité Dolto, en disant rencontrer des gens qui vivent ce qu'ils enseignent. Et moi, je me suis dit, finalement, en drague, parce qu'on nous demande, mais pourquoi vous soutenez tel projet et pas tel autre projet, avec tel artiste et pas telle offre, etc. Et en fait, on est vraiment sur l'idée qu'on soutient des projets avec des artistes. Alors, la définition d'artiste est toujours compliquée, mais j'ai envie de l'appliquer à ça, où en fait, c'est rencontrer des gens, pour les enfants et les jeunes enfants qui peuvent bénéficier de projets artistiques, rencontrer des gens qui vivent de ce qu'ils créent. Et en fait, je le transforme comme ça, et ça me servira pour d'autres moments, parce que c'est vrai que souvent, on a des collectivités ou des associations qui viennent nous voir avec le professeur de musique, le professeur de l'école, le professeur de danse, j'allais dire, qui veulent faire des interventions, et nous, on est un peu réticents à faire intervenir ces personnes-là, et c'est pas par rapport à la personne, mais c'est par rapport à ce qu'elle propose. Si on est sur la transmission d'un enseignement, on n'est pas sur les fondamentaux de l'éducation artistique. En revanche, si on est sur la transmission d'un processus de création, là, effectivement, on est sur des choses qui peuvent alimenter l'éducation artistique et culturelle. Voilà, je m'arrête là sur quelques propos. Alors, donc, le premier protocole, le protocole 2017, c'est une réactualisation du protocole de 99, vous l'avez compris, signé entre Jacques Lang et Hélène Dorlac, on en a parlé tout à l'heure. Alors, dans ce protocole de 99, on avait Jacques Lang qui était, je ne peux pas m'empêcher de le dire, ministre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire. On était en 1989, voilà. Et donc, on avait Hélène Dorlac qui était secrétaire d'État chargée de la famille. Elle a été pendant 2 ans sous le gouvernement Rocard. Donc, ce premier protocole a posé des fondamentaux que l'on va retrouver dans le protocole de 2017, et avec 2 axes majeurs, et avec en postulat, d'abord, l'égalité entre les enfants, quel que soit leur milieu social, c'est écrit noir sur blanc dans le protocole, et ça c'est important de le souligner, leur milieu social, et leur lieu de résidence, et là on commence à parler, même si ce n'est pas dit comme ça, d'équité territoriale. Et ensuite, de la sensibilisation des familles. On commence à avoir aussi le mot famille qui entre. Donc, ces 2 fondamentaux, avec soutien au développement d'actions exemplaires dans les lieux d'accueil et des jeunes enfants, et ça s'arrête là. Je reviendrai sur le protocole de 2017, parce qu'en 2017, on a une évolution intéressante. Et le deuxième point, intégration de l'éveil artistique dans les formations initiales et continues des professionnels petite enfance et culture. Et ça, c'est une base, et on ne le redira jamais assez. Voilà. Et combien de projets échouent parce qu'en amont, la formation n'a pas été suffisamment travaillée et préparée. Oui, alors, et dans ce protocole, je l'ai relu vraiment en détail, et il y a des points qui sont vraiment à recontextualiser. Et par exemple, il est indiqué, côté ministère de la Culture, qu'il s'agira de favoriser la production originale de programmes audiovisuels de qualité pour l'enfance et la jeunesse. Voilà, et en fin de protocole, il est dit qu'il y aura un fonds dédié de 100 millions de francs, 15 millions d'euros, voilà, en 89 pour le développement de ces programmes. C'est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui, obsolète, qui a beaucoup vieilli. On en reparlera par rapport aux écrans tout à l'heure et à la production audiovisuelle. Une chose curieuse écrite dans ce protocole aussi, il y a marqué, je ne sais plus dans quel passage, mais on proposera aux enfants dès la fin de la première année. Et ça m'a interpellée, parce que ça voulait dire que de 0 à 12 mois, on ne fait rien. Voilà, et c'est écrit vraiment noir sur... Pardon ? C'est écrit noir sur blanc dans le protocole. Donc, est-ce que c'était une maladresse ? Est-ce que c'était... je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez curieux de lire ça aujourd'hui. Voilà. Alors, je reviens donc sur le deuxième point de la formation, parce que on dit que c'est essentiel, c'est fondamental, mais c'est
pas toujours prioritaire, et vous devez le voir voilà, dans vos instances, et ça passe toujours après d'autres choix quand il faut faire une formation dans un autre domaine. Et on se trouve aussi face à des injonctions parfois très contradictoires, puisque vous savez que... la ministre Françoise Nyssen, donc l'an passé, a co-signé un plan, le plan des arts à l'école des arts et de la culture pour les 3-18 ans. J'espère que de 0 à 3 ans, il y a quand même des choses. Voilà. Et dans ce plan, donc c'est un plan ambitieux avec tout un tas de préconisations sur le chant choral, dans tous les domaines artistiques, des ciné-clubs en lycée, etc. Et malgré ce plan et malgré le fait qu'il soit signé par le ministère de la Culture, eh bien aujourd'hui, dans l'éducation nationale, dans le premier degré, les animations pédagogiques du mercredi, voilà, depuis la rentrée, sont fléchées maths français. Et impossible d'y déroger. Donc nous, en Aquitaine, et en Gironde, je vois Anna qui fait oui de la tête, voilà, on a des projets, des parcours montés avec l'IDAC qui se sont un peu cassés la figure, parce que finalement, les enseignants, il fallait qu'ils prennent ça sur leur temps bénévole, en dehors des temps de formation. Et là, c'est toujours compliqué d'entendre qu'on a un grand plan national, mais qu'à côté, l'éducation nationale dit que c'est que français et maths. Et même des projets théâtre. Des projets théâtre, on peut penser que c'est un petit lien avec le français. Eh ben non, voilà. Donc c'est vrai que, bon, après, comme on dit, quand on a un certain âge, voilà, on sait qu'il faut faire le dos rond et que ça va passer, que ça reviendra, peut-être dans 2 ans, on aura des ouvertures, voilà, sur... Alors je sais qu'il y a quelques IEN qui ont donné des temps, en maternelle notamment, sur des projets liés avec la 2e journée de rentrée, ou quelque chose comme ça, voilà. Ils ont joué un peu sur ça pour avoir du temps, mais c'est compliqué, ces injonctions contradictoires, des fois, on a du mal à les avaler en vrac, voilà. Alors, donc, ce premier protocole, je ne détaille pas plus. Jusqu'au 2e protocole, en 2017, il se passe 28 ans. Voilà. Alors, 28 ans pendant lesquels il ne se passe pas rien. Au contraire, vous en avez eu les illustrations ce matin, donc je ne reviendrai pas dessus, mais ça a été des années très riches en expérimentation, en formation, en colloques, en développement de réseau, en publication, en actions d'opérateurs phares. J'en ai cité quelques-uns, Access, Enfance et Musique, Quand les livres relient, et je sais bien qu'il y en a d'autres aussi. Donc ces années d'expérimentation, elles ont été vraiment formidables, et ont permis de développer des projets et également à l'appui de recherches que vous avez citées du monde universitaire qui s'est intéressé à ces questions-là. Je ne développe pas plus. Pendant ces 20 années, il y a eu donc des mobilisations de chaque ministère, mais vous l'avez dit, et je partage ce point de vue, de façon un peu séparée, pas forcément conjointe. Oui, ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai oublié de dire sur ce premier protocole et dans le 2e aussi, théoriquement, les protocoles interministériels, quand ils sont on demande à ce qu'ils soient déclinés en région. Les protocoles culture-justice, culture-santé, voilà, on en fait des déclinaisons entre les DRAC et les instances régionales. Il se trouve que celui-là, comme un ou 2 autres, on n'a pas de déclinaison régionale. Le protocole national ne le demande pas, parce qu'on n'a pas non plus une instance régionale qui est en charge de la petite enfance. On a des multiplicités d'acteurs, on a les départements, on a les PMI, on a l'État, on a les CAF, etc. Donc ça nous demande, pour mettre en œuvre ce protocole, de cibler des actions au niveau départemental ou à un niveau infra aussi, pour pouvoir développer des choses. Mais c'est vrai que ce maillon-là manque, c'est comme pour le handicap, on n'a pas non plus de structure régionale liée au handicap. Donc la mobilisation du ministère de la Culture, d'abord parce que l'éducation artistique, depuis pas mal d'années, est devenue une priorité, et cette priorité, ça n'a pas été que des mots, ça a été vraiment aussi, depuis en tout cas 2016-2017, ça a été 2017 en particulier, ça a été vraiment des augmentations de crédits. Alors certes, pour être tout à fait honnête, ça a été des augmentations de crédits parce qu'il y en a eu moins sur la création. Donc effectivement, ça a été un peu compliqué, mais on était dans un ministère qui était pratiquement à moyens constants, mais ça veut dire quand même qu'il y a eu un effort très fort de fait sur la démocratisation culturelle et sur l'éducation artistique. Et nous, on l'a senti, et ça nous a permis, j'y reviendrai peut-être en fin d'intervention, d'accompagner des territoires, et notamment des territoires, j'allais dire, prioritaires, ou des territoires plus éloignés de l'offre culturelle. Et sur notre territoire en Aquitaine, voilà, vous savez bien qu'il y a une grosse métropole, 2-3 pôles urbains, et après, il y a aussi beaucoup de ruralité.
Dans les dispositifs qui ont été initiés par le ministère de la Culture, il y en a eu beaucoup qui ont été liés au livre. Voilà, hein, historiquement, toujours un rapport au livre très particulier, avec le dispositif Première Page qui existe depuis 2009, donc je ne sais pas si vous le connaissez. Alors c'est un dispositif qui s'adresse aux très jeunes enfants et à leurs familles, et que ça vise à réduire donc les inégalités d'accès aux livres et à la culture de l'écrit, à sensibiliser les familles, notamment les plus fragiles, et à l'importance de la lecture dès le jeune âge. Alors c'est un dispositif qui est connu surtout par le fait qu'il y a un don de livres aux nouveau-nés, avec des modalités qui diffèrent suivant les départements, mais c'est un dispositif qui est connu pour ce don de livres à la naissance. Mais ça, c'est qu'une modalité parmi d'autres. D'ailleurs, certains départements ne le font pas. C'est un dispositif qui enclenche également des formations, toujours pareil, formation initiale des assistants maternels, des formations croisées des acteurs livres petite enfance, qui enclenche aussi sur certains départements des salons du livre, des festivals du livre, de la jeunesse, qui a enclenché aussi des accueils d'auteurs ou autrices et d'illustrateurs, qui a également enclenché la production de ressources, des bibliographies, des plaquettes, parfois des éditions d'une frise pour se mesurer. Enfin voilà, tout un tas d'initiatives tout à fait intéressantes. Sur nous, la région ici, il y a un dispositif Première Page qui existe à Villeneuve-sur-Lot autour d'une opération qui s'appelle Qu'est-ce qu'il lit, voilà, et c'est un dispositif qui reprend tous ces éléments de formation, de salon du livre jeunesse, etc. Et puis on avait eu aussi une opération à Pau qui était vraiment intéressante avec le département 64 et qui était donc des Pyrénées-Atlantiques et qui était l'édition d'un livre dont les images avaient été faites par des détenus de la prison. Et ça, c'était un acte très très fort. Ce livre, il a été édité par La Maison est en carton. Il s'appelle Beau jour tout blanc. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un très très beau livre avec c'est des images que les détenus, du papier que les détenus ont déchiré. Ils ont fait comme un abécédaire, des dessins. Et donc c'est un magnifique livre qui devait être distribué à tous les enfants qui naissaient dans le département. Et là, c'est l'exemple typique de changement politique dans le département qui ont fait que voilà. Les livres sont restés pour moitié, j'allais dire, dans les stocks de la BDP, dans la bibliothèque départementale de Pré 64. Mais bon, il y avait une initiative qui était prise et puis après ça a un peu repris et il y a eu quand même des formations au niveau des RAM et de tout le réseau petite enfance. Voilà, je ne m'étends pas plus sur ces dispositifs, mais sachez qu'ils existent. Mais chaque fois que je parle de ces dispositifs, c'est bon, pour que vous en ayez connaissance, mais c'est surtout des dispositifs que chacun ne peut pas mener seul. Il est obligatoire de les mener en partenariat avec donc une collectivité, un département, avec la CAF, avec d'autres acteurs. Et tous autour de la table vont porter ce dispositif qui, parce que les financements seront partagés aussi, arrivera à son terme et pourra être réalisé sur un territoire. Les autres dispositifs, c'est des livres à soi, qui est plus récent, depuis 2014, et puis Partir en livre. Alors Partir en livre, avant c'était lire en short, et avant encore, c'était la fête du livre, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, voilà. Et ce sont les dispositifs donc, du ministère pour valoriser le livre, etc. Et Partir en livre, c'est donc la dernière version, la dernière mouture, on va dire, mais on la trouve quand même assez intéressante parce qu'ici, en Aquitaine, ça a été beaucoup Escale du livre qui l'a porté, mais aussi des médiathèques de différentes communes. Et il s'agit de développer des actions autour du livre hors des médiathèques et pendant l'été. Pendant l'été, auprès des populations qui ne partent pas en vacances, au pied des immeubles, etc. Je sais qu'ici, il y avait eu des choses assez intéressantes à Bègle, sur les berges du lac. Il y avait aussi des choses aux aubiers vers le lac, etc. Il y avait eu des choses très intéressantes et avec des livres mis à disposition des enfants qui sont là avec leurs familles, etc. Et ce sont des temps d'appropriation du livre sans contrainte et qui n'obligent pas à aller dans les médiathèques, même si c'est formidable d'y aller, mais voilà, c'est la bibliothèque hors les murs et on a des résultats vraiment, vraiment intéressants. Et sur ces dispositifs-là, il y a des sites, à chaque fois il y a des sites sur lesquels vous pouvez aller et vous nourrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment du partage d'expériences, des témoignages, et vous nourrir des expérimentations, comme il y en a dans le livret, des expérimentations qui peuvent vraiment vous servir pour développer des projets ou pour vous en inspirer.
L'autre dispositif dont je n'ai pas parlé, ah ben c'est voilà, la belle saison. Donc vous l'avez dit quand vous disiez qu'effectivement il y avait beaucoup d'actions qui avaient été développées autour du livret de la lecture et de la musique. Et la belle saison, enfin ça s'appelle Génération Belle Saison, donc ça a été une initiative autour du spectacle vivant pour inciter à la création de spectacles jeune public ou très jeune public. Et ça c'était la première fois aussi qu'il y avait, enfin de la part de notre ministère en tout cas, des crédits dédiés à ça et des projets labellisés et dont on permettait aussi la diffusion, et Dieu sait que c'est compliqué la diffusion du spectacle vivant, mais voilà, il y a tout un tas d'initiatives comme ça, enfin tout un tas, des compagnies qui ont créé des spectacles dans ce cadre-là, et ça a permis aussi de valoriser des projets qui existaient déjà et qui ont pu tourner dans la région. Voilà, ça c'est pour le ministère de la Culture. Il ne s'est pas passé que ça en 28 ans, hein, mais c'est vraiment des petites amorces. Et ensuite, côté ministère des familles, ou de la famille, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des familles et de l'enfance, entre 2015 et 2017, il y a eu beaucoup d'avancées et de travaux qu'on va retrouver après dans le protocole de 2017. Alors, on arrive au deuxième protocole, qui a donc été signé ric-rac à la fin du quinquennat de François Hollande par donc Audrey Azoulay, qui était notre troisième ministre de la Culture sous ce quinquennat-là, et par Laurence Rossignol, ça a été dit, qui était secrétaire d'État chargée de la famille et des personnes âgées et de l'autonomie. Alors, dans le cadre de ce protocole, les principes ont été réaffirmés, mais vous l'avez dit, aussi réaffirmés au sein de chaque ministère avec des engagements beaucoup plus précis, on va y revenir. Et voilà, je cite Sylviane Gampino, voilà, qui disait, lors des actes d'un colloque, qui disait que dans le cas de ces protocoles, il s'agit de créer des cadres qui élargissent les possibles et en guident la cohérence. Et je trouve que c'est tout à fait ça, parce que c'est-à-dire que voilà, on est sur ces cadres qui sont importants et qui doivent être posés, mais aussi qui donnent une cohérence à des politiques qui peuvent paraître parfois un peu morcelées. Alors donc, dans le nouvel axe de ce protocole qui est porté, c'est l'éveil culturel du jeune enfant, une priorité partagée. Donc il y a affiché dans la Convention, vous le verrez puisque je crois que vous l'avez dans les documents, au sein du ministère de la Culture, ce qui a été fait pour vraiment, j'allais dire, faire infuser la petite enfance dans l'ensemble des dispositifs, et puis ensuite également au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Donc effectivement, la circulaire interministérielle Éducation nationale, culture du 3 mai 2013, relative au parcours EAC des jeunes, prend en compte aussi la petite enfance, et en fait mention et dit la nécessité de ces éléments-là. Deuxième élément cité dans la Convention, la création du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, qui est une instance consultative, mais qui peut apporter son appui à des politiques institutionnelles. Je ne développe pas plus. Et enfin, deux rapports qui ont été faits en 2017. Les territoires de l'EAC par Sandrine Doucet, qui est ici, on la connaît bien, puisqu'elle était députée sur la métropole. Donc, voilà. Et... Excusez-moi, c'est pas vrai. Je viens d'entendre qu'elle est décédée. Oh, mais je suis toute émue. Voilà, parce qu'elle avait porté haut et fort ce rapport, voilà. Et je sais que nous on l'avait rencontré en DRAC et elle avait sorti des préconisations qui étaient tout à fait intéressantes. Et le deuxième rapport, c'est l'évaluation de la politique publique de démocratisation culturelle. Alors ça, c'est un rapport, une évaluation qui est finalement pas très très connue. Moi je trouve, hein, même au sein des DRAC, on n'a pas beaucoup parlé. Et en fait, c'est quand même une évaluation assez intéressante qui nous permet de prendre du recul par rapport aux perspectives qu'il faut mettre en place. Et dans chacun de ces rapports, évidemment, il y a des préconisations sur la prise en compte de la petite enfance. Alors, les deux... Attendez, je ne sais plus ce que j'ai mis. Oui, voilà. Alors, voilà. Ah, voilà. Donc, le pendant de l'intégration de ce protocole au sein du ministère en charge de la famille et de l'enfance, on en a parlé ce matin, c'est donc le rapport développement du jeune enfant, mode d'accueil, formation des professionnels, le plan d'action pour la petite enfance de 2016, dont l'axe 2
intègre, favoriser des initiatives, etc. Et après, en point 3, la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, 10 grands principes, dont le 5e, c'est ça que vous avez cité ce matin, voilà, sur l'art, la culture, les échanges culturels. Je ne vous le relis pas puisqu'il vous a été cité ce matin. Voilà. Mais ces éléments-là sont vraiment importants, c'est un peu rébarbatif à citer comme ça, mais ça montre vraiment comment c'est sans doute un point qui avait été oublié dans le protocole de 99, voilà, comment au sein de chaque ministère, cette incitation infuse dans les différents services. Ensuite, dans ce protocole, le point 2, c'est le soutien. Et là, on reprend le point 2 et 3, ce sont exactement les mêmes points qui étaient dans le protocole de 99, sauf que dans le point 2, et pour nous, moi je trouve ça vraiment intéressant, je vous l'ai mis en orange, il est ajouté, donc soutien au développement d'actions exemplaires dans les lieux d'accueil du jeune enfant et dans les structures culturelles et socio-culturelles. Donc là, on veut dire qu'on est bien aussi sur un principe de réciprocité. Ce n'est pas que la culture qui vient dans les lieux de la petite enfance, mais c'est aussi la petite enfance qui va dans les lieux de culture. Ça se voit aussi beaucoup aujourd'hui dans les médiathèques, dans des lieux spectacles vivants, etc., où on a ces accueils des tout petits. Mais ce n'est pas toujours évident, et c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un dans une assemblée à un moment qui va dire... mais c'est bien utile de faire ça pour des petits, ils ne vont rien comprendre, voilà, on ferait mieux de les laisser à la crèche. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire ça, de toute façon. Donc c'est vrai que c'est bien de le rappeler, voilà. Et ce qui est dit dans ces éléments, c'est qu'il y a la nécessité d'une coopération volontariste, sans S, de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des lieux d'accueil de jeunes enfants, des équipements culturels, des équipes artistiques, des associations, des partenaires publics qui sont la DAC, la DRAC, etc., les communes, les intercos, voilà, tous les acteurs que vous connaissez. Et ça, c'est vraiment important que le protocole rappelle ça et s'ouvre dans ce va-et-vient. Le troisième point, c'est l'intégration de l'éveil culturel dans la formation. On y revient. L'intégration dans les formations petite enfance, dans les formations artistiques et culturelles. Et c'est vrai que là, on essaie d'aller vraiment plus loin, au sens où, dans les formations, c'est ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire que dans les diplômes et dans les référentiels, voilà, le point de l'éveil culturel commence à être intégré pour la petite enfance. Et côté ministère de la Culture, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. On essaie déjà de faire rentrer l'éducation artistique, au moins, dans les écoles d'art, dans les écoles d'enseignement de l'architecture, dans les écoles de théâtre, etc. Et ce n'est pas simple, parce qu'on a souvent des artistes qui sortent de ces écoles sans avoir aucun bagage, j'allais dire, pour aller rencontrer les différents publics, et c'est parfois un peu compliqué. Certains n'en ont pas envie, et c'est pas grave, tout le monde ne doit pas faire ça, mais par contre, ceux qui en ont envie, parfois ça peut se révéler être des vraies catastrophes, parce que c'est quand même une approche assez compliquée, et qu'il vaut mieux avoir été formé pour cela. J'y reviens pas, parce que c'est un point tellement fondamental que c'est pas la peine de... Alors non, je reviens en arrière. Je vais faire des petits commentaires personnels, je ne sais pas ce qui va là, mais enfin voilà, sur ce protocole. D'abord, effectivement, on l'a dit, il y a une plus grande place aux artistes et aux spectacles vivants. La place du livre est peut-être moins prégnante et de l'image moins prégnante, mais bon, il y a quand même cette grande place aux artistes. On voit qu'il y a des ressources qui ont suivi et qui se poursuivent et qui sont très pertinentes, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Il y a deux choses une ou deux choses qui m'ont un peu interpellée à une lecture un peu précise, c'est que le contexte actuel du rapport des jeunes à l'image et aux écrans est absolument absent de ce protocole. On fait comme si les jeunes étaient exactement comme en 89. Alors c'est vrai qu'on parle même pas, on n'utilise même pas le mot de mutation de la société. Enfin voilà, c'est une question qui est absolument pas abordée, et comme elle est quand même fondamentale, cette question-là, et comme ça change notre rapport à tous, hein, voilà, en 89 il n'y avait pas Internet. Oui, non, il n'y avait pas Internet encore, voilà. Donc c'est vrai que là on est quand même sur quelque chose d'assez bouleversant, et je suis un peu scotché, voilà, que ce protocole ne mentionne pas dans le contexte global cette préoccupation-là, voilà, du rapport des jeunes aux nouvelles technologies. L'autre point aussi là, c'est plutôt un point, et ça rejoint ce que vous avez dit, madame, ce matin, sur le contexte de marchandisation de la petite enfance. Et moi, je m'étais marqué un point, contexte de marchandisation de la culture.
Voilà. Et dans ce contexte-là, où voilà, où on sait aussi que voilà, tous les produits dérivés, dès qu'il y a un film, un livre qui sort, etc. Enfin, tout ce contexte de marchandisation de la culture, il est quand même un peu inquiétant. Et c'est vrai que ce protocole doit aussi nous prémunir de ça, et vraiment nous aider à rester sur des valeurs. Alors il ne s'agit pas de rejeter en bloc tout ce qui est la marchandisation de la culture, mais quand même, quoi, il faut faire avec, et je trouve que du coup il aurait pu y avoir quelques éléments sur ça. Et puis voilà, c'est vrai que on le voit, hein, c'est pour ça que je vous citais tout à l'heure que dans le protocole, il y avait un fonds dédié pour créer des films audiovisuels, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui regardent les dessins animés ou les choses comme ça, ou des productions audiovisuelles sur la télévision, quoi. On est beaucoup plus sur les écrans, on est sur les smartphones, on est sur ces choses-là. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment, le smartphone, c'est le premier objet culturel des familles, quoi. C'est le premier lien culturel de l'ensemble des familles. Donc c'est une question qu'on ne pourra pas passer sous silence, quoi, et qui est vraiment, il me semble, moi, assez fondamentale. Et dans la façon dont les jeunes vont construire leur rapport au monde dans cet univers culturel qui est à la fois, j'allais dire, standardisé, mais qui est aussi très innovant. Voilà, vous l'avez cité, hein, avec des projets autour des jardins, autour de l'écologie, autour du patrimoine, de la nature, etc. Donc il y a des choses très innovantes, mais il y a aussi des inquiétudes à avoir. Le dernier point, avant d'enchaîner, c'est sur j'allais dire, les pièges à éviter, mais qu'il est bon de redire et que ce protocole évite bien aussi. C'est-à-dire que l'éveil culturel n'est pas la valorisation d'une culture dominante. Et on voit que dans ce nouveau protocole, il est abordé la diversité culturelle, les échanges interculturels. Et ça, c'était quelque chose qui était assez absent aussi du premier protocole. Après, on voit aussi que l'éveil culturel n'est pas un outil de performance. Ça, c'est quelque chose d'important, mais c'est bien de le dire aussi. Et ensuite, je l'ai dit, c'était l'éveil culturel qui n'est pas un nouveau champ commercial ou un nouveau champ de consommation. Voilà. Alors, suite à la signature de ce protocole, voilà, les choses ne se sont pas arrêtées. Il y a eu donc le 8 décembre les rencontres nationales de l'éveil artistique et culturel des jeunes enfants. Les actes de ces colloques sont disponibles sur Internet, vous les trouvez très facilement. Et ça a déjà été dit, ce petit livret, donc, l'éveil culturel et artistique, qui est vraiment intéressant parce que c'est une... Voilà. Au début, moi, quand on nous a demandé de faire remonter des choses, on a un peu râlé, on n'était pas très contents. Voilà. Et puis finalement, quand je le feuillette, etc., c'est quand même une très belle photographie, je trouve, de tout ce qui se fait en France en éveil culturel et avec des initiatives qu'il est bien de partager. Oui, exactement. C'est une photographie, voilà, de choses, voilà, qui sont remontées. Et à la page de la Nouvelle-Aquitaine, vous trouverez des projets qui vont être présentés tout à l'heure et demain, voilà, avec Graines de Voix, avec le chemin de culture sur les 2 communautés de communes, Convergence Garonne et Réolais-Sud-Gironde, et puis aussi des initiatives à Pau, dans le Haut-Béarn, voilà, et aussi voilà, un projet très intéressant, Libre Plume, une association qui est à Bayonne et qui fait un travail formidable avec les quartiers, et voilà, c'est bien aussi qu'ils soient... Voilà. Les autres, je ne les cite pas, c'est hors Aquitaine. Le cadre de ce livret ne soit pas présent. C'est dommage que vous n'ayez pas là au début de mon intervention. Je la refais mon intervention du départ, Madame Jardinet? Non, parce que j'ai dit comme vous m'avez nourri, comme vous m'avez biberonné. Bah, il faut que le réseau demande. C'est vrai. C'est vrai, hein. Mais c'est vrai parce qu'il y a eu pendant longtemps un financement et je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Je n'étais pas aux manettes à ce moment-là.
Mais c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Non, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, ouais, ça s'est arrêté. Je demanderai à ma collègue qui était aux manœuvres à l'époque. Oui. Ah ouais. Et maintenant, sur le AC, j'ai dit qu'on était remonté. C'est ça, exactement. Alors, pour les non-initiés, Elisabeth, c'est... Et du panier de nouilles, voilà. Et du collier de nouilles. De la boîte à camembert. C'est vrai que pour les non-initiés, donc Elisabeth, c'est Elisabeth Meller-Liron, que certains connaissent peut-être, qui est notre conseillère livre-lecture, nationalement connue, et qui a beaucoup œuvré pour la création du réseau des médiathèques et bibliothèques en Aquitaine, et voilà, et on lui doit vraiment beaucoup, non seulement pour les liens avec la petite enfance, avec l'éducation artistique, mais pour la création des médiathèques, et voilà, et qui a été vraiment une cheville ouvrière incroyable pour la création de bibliothèques. Et c'est pour ça en Aquitaine, on est assez sous-équipé en équipement culturel. En cinéma, ça va à peu près, mais en bibliothèque, on est vraiment bien équipé. Et grâce justement à et au fonds et au crédit de l'État pour cela. Alors donc, le livret, même si on déplore l'absence du réseau, voilà, du réseau enfance et voilà. Donc de bonnes initiatives et des choses à partager. Du coup, j'ai perdu mon fil, Madame Jardinier. Si, j'enchaîne. Voilà. Alors ensuite, dans les temps forts, voilà, il y a eu, pendant toute l'année 2018, la consultation de 65 professionnels de la culture et de la petite enfance, répartis en 4 groupes de travail sur la formation des professionnels, la création et la diffusion artistique, la démocratisation culturelle et la gouvernance. Et donc, ces groupes de travail ont proposé des préconisations. J'ai essayé de soudoyer Aurélie Lessou pour les avoir. Alors je les ai, mais j'ai pas le droit de les diffuser. Voilà. Donc voilà. Alors après, ce que je peux dire, c'est quand même il y a des fondamentaux qu'on retrouve, la formation des élus, la formation en général, la nécessité de travailler en partenariat, etc. Et puis il y a des choses un peu plus pointues, mais que je trouve vraiment intéressantes. Je le dis quand même. J'espère que c'est pas enregistré sur le recours et le non-recours. Voilà, c'est-à-dire par rapport aux familles, d'après ce que j'ai compris, c'est par rapport aux familles les plus démunies, le fait qu'elles ne se saisissent pas de propositions auxquelles elles auraient droit, même quand les bibliothèques sont gratuites, etc. Et donc, je pense que ce point-là aussi est un point intéressant. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais en revanche, dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, je pense, il va y avoir donc des éléments annoncés sur ces points-là. Après des petits points d'actualité pour vous montrer un peu la vitalité de ce protocole. Donc en juin 2018, Madame Nissan, ministre de la Culture alors, a confié, donc on l'a dit, à Sophie Marinopoulos une mission. Il s'agit de proposer des réflexions et un plan d'action pour que la culture soit au cœur de l'accompagnement du lien parent-enfant et de la petite enfance, avec une lettre de mission assez précise. Et là aussi, ce rapport est sur le bureau, a priori, du ministre de la Culture et attend validation pour être rendu public, avec aussi une liste de préconisations. Et en février, donc, publication du rapport, et accompagnera également à ce rapport un recueil d'initiatives qui sera édité, qui va, je pense, je ne sais pas, ressembler peut-être un peu à celui-là, ou peut-être que ça sera des initiatives qui seront plus autour du lien parent-enfant que ça ne l'était. Je ne sais pas. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va arriver et qui pourra aussi nourrir les échanges et les réflexions. Sur le ministère de la Santé et des Solidarités, là je suis un peu gênée pour en parler parce que je ne suis pas de ce ministère, mais bon voilà. L'actualité, c'est une convention entre l'État et la CNAF avec a priori en prévision le doublement des heures dites de concertation pour les professionnels, c'est-à-dire avec une meilleure rémunération des temps hors accueil, dont ceux dédiés au montage de projets, dont les projets culturels. Voilà, qui
pourrait être intéressant. Deuxième point, la refonte des diplômes. On en a parlé ce matin de certains professionnels de la petite enfance, avec l'inscription de l'éveil artistique et culturel dans les référentiels de formation. Vous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Troisième point, une stratégie nationale de soutien à la parentalité qui s'appelle « Dessine-moi un parent ». Et le dernier point, c'est la charte nationale de l'accueil du jeune enfant. Voilà, vous l'avez cité, avec des travaux sur les, notamment maintenant que cette charte existe, sur les indicateurs qui permettent de mesurer et d'améliorer la qualité des modes d'accueil. Et dans la qualité des modes d'accueil, bien sûr, il y a le rapport à l'éveil et à la culture. Alors, du coup, j'ai rajouté 2-3 petites diapos. Je me suis dit, voilà, comme j'avais un peu de temps, enfin. Quelle heure? Ça va, oui, 2 minutes. Oui, 2 minutes. Puis je voudrais montrer un petit film qui dure 3 minutes. Voilà. Juste pour... Juste en DRAC, donc, et c'était pas prévu que je dise ça, mais je me dis après tout, puisque je parle au nom de la DRAC, autant dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Voilà. Donc, je l'ai dit, une forte orientation du ministère sur le AC tout au long de la vie depuis 2017, avec des engagements budgétaires significatifs. Voilà, Madame Jardinet a entendu. Voilà. Et aussi le plan à l'école des arts de 3 ans à 18 ans. C'est un plan Éducation nationale, ministère de la Culture, mais avec une multiplication de dispositifs des directions du ministère, avec le plan choral, le plan, je l'ai dit, voilà, donc on essaie de s'y retrouver là-dedans, mais avec aussi un lien qui pourrait être fait avec la petite enfance, ce plan n'étant pas déconnecté de la petite enfance. Ça, ce sont les orientations un petit peu générales. Et ensuite... là, je le dis parce que c'est toujours un peu compliqué, c'est les logiques d'accompagnement en DRAC. Du coup, dans le cadre de ces protocoles, des orientations données par les différents ministres, nous, nos logiques d'accompagnement, de soutien, de conseil, d'expertise, etc., elles sont, j'allais dire, je les ai classées, ça vaut ce que ça vaut, mais je les ai classées en trois points, qui est d'abord l'accompagnement des acteurs culturels, des lieux de diffusion, des artistes, des compagnies, des opérateurs culturels, des agences, des réseaux d'éducation populaire aussi. Voilà, j'aurais pu mettre un X à réseau. Voilà. Et donc cet accompagnement, c'est un accompagnement de conseil, mais aussi un accompagnement financier en fonction des projets sur une année, une autre, etc. Le deuxième point, c'est l'accompagnement des collectivités volontaires sur des projets EAC à l'échelle de leur territoire et avec une logique donc, de contractualisation. Et ça, je trouve que c'est ce qu'on fait de mieux, qu'on ne faisait pas sûrement il y a quelques années, c'est-à-dire avec une logique de contractualisation autour des contrats territoire lecture, qui est un cadre national qu'on décline en région avec les départements, avec les bibliothèques départementales de près ou avec des communautés de communes, d'action autour de la lecture. Mais ces actions autour de la lecture, ce n'est pas que faire qu'il y ait des actions culturelles, c'est aussi aider la bibliothèque à ouvrir mieux, à ouvrir plus, c'est très actuel, à aller vers la gratuité, à financer du personnel et à aussi avoir des projets de rénovation de ces locaux éventuellement. Et ensuite, des contrats territoriaux d'éducation artistique. Cet après-midi, les présentations que feront Célia Sanchez et puis... Christophe Azema, voilà, les projets qu'ils mènent se font dans le cadre d'un contrat local d'éducation artistique, qui sont des contrats que nous signons en Gironde avec l'IDAC et le département, mais avec l'éducation nationale, avec la collectivité, pour développer des parcours d'éducation artistique sur ces territoires en accord avec la collectivité. Et ces parcours sont travaillés de façon concertée, sont co-construits autour de comités de pilotage où les projets sont, j'allais dire, ne viennent pas, on n'amène pas des partenaires culturels comme ça sur le territoire, c'est parce qu'il y a eu un état des lieux de l'offre de ce territoire et que les parcours sont travaillés et sont ensuite pilotés par la collectivité avec de l'ingénierie en propre. Je ne détaille pas plus, mais... Et puis parfois, on peut avoir aussi des conventions de développement culturel. Là, on en a signé une, par exemple, avec la ville de Marmande, qui a un projet culturel assez étoffé. C'est une ville en Lot-et-Garonne, un département assez en souffrance et avec des quartiers politiques de la ville, dont 2 ou 3 à Marmande. Et donc, il y a cette attention pour développer des projets sur ces territoire-là. Et puis après, on est aussi, j'allais dire, soumis à des... Enfin, c'est pas soumis, parce que des fois, on y va volontairement, mais sur des appels à projets partenariaux. Je pense au dispositif l'un et l'autre du département 33, ou l'appel à projet Culture Senior en 64, Culture Santé, c'est mon patrimoine, voilà. Il y a tout un tas d'appels à projets qu'on pilote. L'appel à projet, c'est pas ce qu'on préfère, sauf quand il est bien mené. Je le dis pas parce que je suis au département là, que je vois Eric Desgarrets en haut. Mais ici, voilà, il y a des appels à projet, par exemple, des appels à projet sur 2 ans dans le cadre de l'un et l'autre,
voilà, qui sont des dispositifs, des jumelages entre structures médico-sociales et structures culturelles, et on donne 2 ans aux partenaires pour monter ces projets-là. Et ce temps-là, malheureusement, nous, les institutions, on ne le donne pas souvent aux structures, alors qu'il faudrait vraiment revenir à ça, c'est-à-dire laisser le temps aux partenaires de monter les projets, de s'ancrer, de se connaître. Et souvent, on voit que c'est la 2e année où le projet prend vraiment toute son ampleur, parce que les partenaires se connaissent mieux et qu'ils ont appris à travailler ensemble. Donc voilà, et ces logiques d'accompagnement, elles sont, j'allais dire, dans nos crédits, elles sont prioritairement, j'allais dire, hors métropole et hors Gironde. Voilà, parce qu'effectivement, on a des gros équipements culturels sur la métropole qui ont des actions culturelles et des actions d'éducation artistique vraiment formidables. Et donc, ils sont accompagnés pour ça dans le cadre de leur convention. Et donc, on essaie au maximum d'accompagner des territoires où il n'y a pas ces équipements culturels. Voilà, c'est un peu la logique actuelle, et d'aller sur le rural et sur les territoires prioritaires. Voilà. Alors, pour terminer, je voulais passer un petit film. Alors, il a été fait dans le cadre de Culture Santé, donc on est plutôt sur le sanitaire, mais c'est pas grave, parce que c'est un film qui, c'est la toute petite enfance, c'est-à-dire des enfants qui naissent trop tôt, qui sont en néonatologie, et voilà. Et c'est un projet, c'est la bande-annonce d'un petit film qui a été réalisé par l'association La Kuma Movie, qui est une structure qui travaille sur le cinéma à Pau, et c'est un projet qui a été fait avec le GAM de Pau, le groupe d'action musicale, voilà, et un projet autour du chant en néonatologie, voilà, et la bande-annonce pose bien les enjeux avec la parole des parents, des soignants, mais aussi du pédiatre qui explique pourquoi ce projet-là est fondamental. Donc j'y pensais quand vous parliez de projet au Canada, je dis nous aussi on en a un, voilà, on en a un petit projet qui se passe près de chez nous, et là c'est la bande-annonce qui dure 3 minutes, mais en fait il y a un film de 45 minutes qui est en vente, hein, qui est diffusé parfois, et qui est vraiment formidable pour expliquer comment on fait de l'éveil culturel là, mais cet éveil culturel, j'allais dire, il est fondamental, parce qu'en fait, il va permettre aux parents de créer du lien avec ce petit qu'ils ne peuvent pas toucher, qu'ils ne peuvent pas prendre dans les bras. Il y a quelque chose, j'allais dire, d'essentiel, ça devrait être une prescription obligatoire, j'allais dire, ce genre de choses remboursées par la sécurité sociale. Non mais on le dit en plaisantant, mais on plaisante pas du tout, parce que... Voilà, parce que c'est vrai que il y a quelque chose d'essentiel qui se joue là. Alors c'est vrai que l'éducation artistique c'est important tout au long de la vie, mais là à ce moment-là, voilà. Donc j'ai eu envie de vous le montrer parce qu'il est assez beau. Alors comment je fais pour revenir? À pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il ouvrira juste avant, il nous parlait avec ses mains. Coucou. Tu nous entends, hein? Oui. Elle chante bien ta maman, hein? C'est super à deux. On essaie de faire en sorte que les choses se passent au mieux pour ce bébé, et que surtout le lien entre la mère et l'enfant qui a été rompu très précocement puisse se construire malgré tout. On ne nous dit pas tu vas avoir un prématuré et puis tu vas rester 2 mois à l'hôpital sans la voir, C'était un peu compliqué au début. Pendant qu'il a eu son malaise, c'était assez frustrant parce qu'on n'a pas pu le prendre dans les bras pendant 20 jours. En 20 jours, on l'a pas pris dans les bras, donc c'était lui tenir la main pendant 1 heure. On lui tenait la main. C'est un autre monde. Ouais, c'est ça qui est difficile. Il y a des parents qui se sentent un peu dépossédés de leur rôle de parents. Donc c'est pour ça qu'on essaie au maximum de favoriser le lien et de les intégrer aux soins dès le début. On a imaginé que probablement que le chant pouvait aider à la création de ce lien parce qu'il crée de l'émotion pour les parents et pour le bébé. Ça se voit de façon manifeste sur les scopes avec la fréquence cardiaque et puis l'attitude du bébé qui est détendue, voire qui sourit. Seigneur, chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
on ne peut pas dire qu'on travaille en chanson 8 heures sur 8, mais c'est quand même présent régulièrement dans les soins maintenant. Quelquefois, on se met à chanter et ça apaise tout le monde. Et on a vu le bienfait sur les enfants quand on a des soins douloureux à faire. Et on chante et ça se passe beaucoup mieux. Et nous, ça nous détend. Ça fait évacuer du stress et c'est une façon de les envelopper, de les entourer. Et les deux parents, ils avaient le regard branché sur le scope. On a commencé à chanter et là, les regards se sont détournés et ils ont regardé leur bébé. Ben oui, ils ont regardé le bébé comme un bébé. Tiens le petit jour, dame souris trotte, rose dans les rayons bleus, dame souris trotte, debout paresseux. C'est un poème de Paul Verlaine. Il faut te cultiver un petit peu. Il n'est jamais trop tôt. Non, tu verras. Tu te souviens? Tu découvriras des poèmes de Verlaine. Tu écouteras après, tu les diras et tout. Oui. En tout cas, tu es très attentif. Alors, on le trouve, le film, on le trouve sur le site de l'association Kumamovi. Il est en vente. Il vaut 15 €. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une belle... Là, c'est que les 3 minutes, il dure 40 minutes et il est magnifiquement filmé, quoi. Il est magnifiquement filmé et voilà. Donc, voilà. La voix sensible. Et il était passé sur la chaîne parlementaire à l'émission Droit de suite. Donc, ça avait fait un beau débat. Et les parlementaires aussi sont une personne, comme les bébés? Pour les faire chanter. Ça dépend qui fait chanter qui. Enfin bon, on va s'arrêter. M'arrête là. Merci Sylvie. Voilà, c'est je trouve un bon complément de tout ce qu'on a pu entendre ce matin. Et merci de votre invitation. Et donc avant de passer à l'illustration par des exemples concrets de réalisation en Gironde, on a ce petit temps d'échange auquel voilà, vous pouvez profiter. Je sais que Philippe aussi voulait éventuellement témoigner de quelque chose de ce travail. Est-ce qu'il y a des interrogations dans l'immédiat? Je fais circuler le micro. Toujours la première question, mais c'est celle de l'après-midi. Alors c'est Philippe qui est à droite, oui, c'est sûr. Non, mais c'était, on l'évoquera tout à l'heure avec Lise. Hein, c'est effectivement, tu as déjà commencé à en parler, Sylvie, sur toutes les expérimentations, les contrats, hein, soit Cléa ou Cotéa en Gironde, sur les contrats donc d'éducation artistique et culturelle, qui sont donc le fruit de politiques d'abord communautaires ou communales. Il faut bien que ça parte des territoires. Hein, et à partir de là, avec un accompagnement très fort de l'État, via les services de la DRAC, le ministère de la Culture ou Éducation nationale, et Éducation nationale d'ailleurs, et avec un accompagnement également important de la Gironde, hein, pour ce qui nous concerne. Et c'est une démarche qui se développe au niveau national. Hein. On en parlera après la pause avec un exemple, un témoignage du Réolais en Sud-Gironde et des Convergences Garonne, qui sont sur un Cotéac à deux intercos, puisqu'on est aussi sur des territoires mouvants, hein, c'est-à-dire que les cartes administratives intercommunales évoluent régulièrement. D'ailleurs, nous sommes toujours en pleine évolution sur les cartes administratives, hein, au niveau du national, d'ailleurs, hein, avec les récentes évolutions. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une dimension importante. Oui, et pour compléter, ces contrats-là sont des contrats qui, historiquement, enfin dans les premières années, ça fait 5-6 ans les premiers, sur la Cali, l'agglomération du Libournais, étaient des contrats dédiés exclusivement au temps scolaire. C'est-à-dire c'était des contrats, des parcours avec des classes, voilà. Et puis peu à peu, ça s'est ouvert, parce que nous, nos politiques sont ouvertes à ça aussi, et parce que les collectivités ont eu envie d'aller vers ça aussi, ça s'est ouvert à du hors temps scolaire, à de la petite enfance, sur le fil de l'eau, là, voilà, il y a des parcours avec des ados maintenant aussi, hors temps scolaire, voilà. Donc c'est l'intérêt aussi de ces contrats, qui à terme deviendront peut-être des conventions de développement culturel, parce que ça concernera tout le monde, voilà. D'ailleurs, sur la Cali, à l'art de grandir, il y a une dimension petite enfance qui est de plus en plus marquée, hein, avec justement l'accompagnement d'actions culturelles au niveau des services petite enfance, des crèches, au niveau du territoire de Libourne, hein, du Libournais.
Je voulais dire aussi, c'est que je voulais le dire quand je parlais des projets qu'on accompagne, je veux dire, il y en a aussi beaucoup qu'on n'accompagne pas et qui sont formidables. Alors, je ne pensais pas du tout au réseau, mais voilà, je sais par exemple sur Senon, il y a une magnifique initiative qui s'appelle À Petits Pas que vous accompagnez. Et l'autre jour, je cherchais des choses et je regardais, ça fait 27 ans que ça existe. C'est la 27e édition, donc depuis 27 ans, il y a des artistes avec un nombre incroyable de rames, de crèches, de structures concernées. Et voilà, il y a des initiatives aussi formidables. Et les écoles maternelles, voilà, c'est ça, voilà, exactement. Et donc avec des artistes chaque fois différents, etc. Et voilà, ils sont des initiatives. Et je me dis, 27 ans, depuis 27 ans, ça continue. Et voilà, et d'ailleurs beaucoup d'initiatives. Là, tout récemment, la quinzaine de la petite enfance en Castillonnais, je pense au Grand Saint-Émilionnais, les médiathèques de la Médulienne aussi, qui avaient fait un travail absolument remarquable. Des questions ou peut-être comme Martine Jardinet, demander qu'on peut avoir les subventions pour le... Non, c'est le moment. Qui a levé la main là? Oui, bonjour. Je suis Sophie Moulard, je suis anthropologue, chercheur associée à Sciences Po et je m'intéresse à la petite enfance depuis peu. Je ne connais pas vraiment ce domaine, mais j'ai en projet de monter un projet sur la petite enfance avec une compagnie théâtrale, théâtre et chansons françaises de Gironde. J'avais deux questions. La première, vous avez beaucoup parlé ce matin et cet après-midi d'échanges interculturels. Et je l'ai relié, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est pertinent ou pas, à la notion de droit culturel. Et savoir de quelle façon c'est traité, abordé concrètement, puisque c'est dans les textes maintenant, je vois, mais donc voir dans le domaine de l'action comment c'est concrétisé. Et la deuxième question, ce matin en fait, je crois que c'est Sylvie Reyna qui parlait dans la mission Marinopoulos d'une mise en exergue de la nature également, d'une sensibilisation à la nature via l'art et la culture. Voilà, là aussi je voulais avoir des précisions, voir s'il y avait des actions menées en particulier. Sur votre première question, c'était... Les droits culturels. Ah oui, les droits culturels. Pas une question facile. Voilà. Alors la question des droits culturels, c'est une question... que le département, dont le département s'est saisi, dont la région s'est saisie. Nous, ministère de la Culture, on s'en saisit doucement. On s'en saisit assez doucement. Et donc, il y a Anne-Christine Micheux, qui était l'ancienne DRAC de Poitiers, qui avait été missionnée sur cette question-là. Mais à ce jour, nous, on n'a pas vraiment de retombées sur des préconisations ou des choses qu'il faudrait mettre en place par rapport aux droits culturels. En revanche, c'est vrai qu'on est attentif dans les liens qu'on a avec des partenaires, avec des collectivités, au fait que les projets, souvent nous on reçoit beaucoup de projets d'artistes qui sont tout ficelés. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils vont faire, avec quel public, comment, à quelle heure, et ce qui va se passer, Et c'est vrai que souvent, on remet cette question, c'est peut-être pas tout à fait la question du droit culturel, mais là, on remet cette question de la place des personnes à qui vous allez vous adresser, quelle place elles ont dans le projet. Comment elles y participent, comment elles le co-construisent avec vous, est-ce que vous êtes prêts à ce que votre projet évolue ou aille dans une autre direction que celle que vous aviez prévue. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est sur ces questions-là. Et oui, j'ai pas pensé de... Non, oui. Si c'était pour préciser, sans parler même de droit culturel, on peut tout simplement parler d'interculturalité. Ah oui, tout à l'heure, vous parliez différent. Du recours, mais c'est lié, Oui, c'est différent, oui. mais c'est lié. Donc, Oui. Alors, et vous parliez de non-recours, en fait, justement, oui, ça, à je ne me lancerai l'offre pas là-dedans. culturelle. Oui. Et donc, justement, si on travaille sur des territoires politiques de la ville, par exemple, on voit effectivement que toute une population ne va pas participer à cette offre. Et donc, il me semble que, justement, l'interculturalité pourrait jouer... prendre en compte davantage l'interculturalité pourrait... Oui, sûrement. Après, dans ces questions-là, elles sont... La question de l'interculturalité, c'est toujours délicat parce que je trouve que parfois, nous, on a des raccourcis assez
assez étrange où l'interculturalité va aller développer des projets avec des publics illettrés, allophones, etc., etc. Et donc, c'est moi des raccourcis qui me dérangent un peu, mais c'est vrai que l'interculturalité, c'est aussi, voilà, ça a à voir, mais on ne va pas développer ça maintenant, avec la culture avec un grand C, et le fait que notre ministère doit aussi, enfin, et depuis quelques années quand même, est dans une approche un peu plus large de la culture, avec des cultures et avec, voilà, avec une appréhension, j'allais dire, un peu plus, c'est pas souple, mais une ouverture aux différentes cultures. Voilà. Mais sur l'interculturalité, dans les projets qu'on soutient, sur les territoires qu'on soutient, on ne se pose même pas la question, elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est publique, voilà. On travaille sur, j'ai oublié d'en parler, tout à l'heure dans le projet, quand j'ai fait mon petit déroulé, il y avait le dispositif aussi des livres à soi, que j'ai pas déroulé, mais qui est un dispositif national qui permet à des parents ça se fait avec le salon du livre de Montreuil, avec l'école du livre de Montreuil, voilà, et c'est un dispositif qui permet aux parents d'être formés d'avoir des ateliers, je n'aime pas trop le mot former, d'avoir des ateliers pour se familiariser avec les livres. Et donc, c'est donc des animateurs du livre de Montreuil qui viennent, qui forment des animateurs ici. Et là, nous, on a un projet sur le GPV, sur Lormont, Senon, Florac, etc., pour développer ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans le cadre de ce projet, il est remis un chèque livre aux familles qui peuvent aller, avec ce chèque, acheter des livres pour se faire une petite bibliothèque personnelle. Voilà, c'est un dispositif national qui est très, j'allais dire, qui est très intéressant, mais qui est très chronophage et surtout qui demande beaucoup de liens avec le social. C'est-à-dire que le projet doit se faire avec les animateurs du centre social, avec les animateurs du CCS, etc. Voilà. Et c'est s'il y a ce lien-là que ça fonctionne. Mais du coup, pour votre deuxième question... La nature. En petite enfance, j'ai pas trop d'exemples, ça me vient pas, mais... Sylvie Reynard, peut-être? Et oui, c'est ça. Ici, j'en connais, mais pas avec des petits-enfants. Je n'en connais pas ici, puisque je ne suis pas de la région, mais j'en connais bien sûr en région parisienne et dans d'autres 1, 2, 3 Soleil, bien sûr, dans le 9-3. Et c'est au niveau des spectacles vivants essentiellement, mais également dans d'autres voilà. Bien sûr. Après, moi j'aime bien faire des transversalités et du coup là c'est pas un projet qui concerne la petite enfance, mais c'est un projet qui concerne des adultes en situation de handicap. Mais j'allais dire, peu importe le public. Et je sais qu'à la masse du Barail, qui est une masse qui est à Mérignac, il y a tout un projet qui a été fait avec des artistes, avec Denis Cointe et avec Laurent Cercia, qui sont des artistes qui travaillent. Laurent Cercia, c'est un artiste qui travaille sur la nature et sur les plantes et sur la terre, etc. Et donc, ils ont fait un projet dans cette masse, un jardin qui était ni fait ni à faire, voilà, où on rencontrait d'abord le local poubelle avant d'aller dans le jardin, voilà. Et en fait, ils ont fait tout un jardin sensoriel, qui est un jardin mais vraiment formidable, où ils ont créé des lieux d'écoute avec des captations d'oiseaux, etc. Si vous avez l'occasion de le visiter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a des journées portes ouvertes maintenant où le grand public vient visiter ce jardin et qui est fait aussi pour que les personnes puissent y accéder en fauteuil roulant, etc. Et donc voilà, il y a des initiatives comme ça, mais qu'on peut tout à fait transposer de la petite enfance. Oui, si vous me permettez, moi je crois qu'il y a un enjeu. Ça fait 28 ans, vous le disiez. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est revenu en arrière. Il y a quelques éducatrices de jeunes enfants là, qui sont présentes. Comme elles me disaient tout à l'heure en leur faisant la bise qu'elles étaient les vieilles de la vieille. Je crois surtout qu'on a vécu à un moment donné, une montée en puissance et où effectivement la question de l'éveil culturel n'était pas déconnectée de la quotidienneté des jeunes enfants. On était arrivé à cela, c'est-à-dire qu'on avait embarqué les professionnels de la petite enfance dans la dynamique de la culture. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question à un moment donné, je me rappelle d'un groupe de suivi professionnel, on avait dit, bon, mais qui va au musée régulièrement ?
qui va voir des ballets, de la danse, quelle qu'elle soit, qui va à un concert, etc., qui chante, et on s'était rendu compte, bien entendu, que si certains le faisaient, beaucoup et très nombreuses et très nombreux n'y allaient pas. Et à partir de là, on s'est dit, il faudrait peut-être se donner les moyens de le faire et de vivre émotionnellement ce rapport à la culture. Et ça avait donné un grand moment, je pense que même il y en a une ici qui avait dansé, au Bois Fleuri à Lormont, n'est-ce pas, Harry, un moment où avec la compagnie Claude Magne, il avait embarqué et fait danser des personnes. Alors certaines étaient prêtes à le faire, d'autres vraiment j'aurais pensé qu'elles ne le feraient jamais. Et ça a été un moment et où quelque part on avait l'impression que les professionnels avaient intégré en eux cette dimension culturelle, comprenant l'enjeu par rapport aux jeunes enfants dans la lutte contre les exclusions et la construction de soi. C'est aussi en même temps la question, bien entendu, de quoi? De la formation des professionnels de la petite enfance. Marc venait je dirais, Claude Magne faisait les formations, etc. Et les professionnels étaient là, présents. Bien entendu qu'il y avait des collectivités qui étaient plus, je dirais, qui embarquaient davantage que d'autres leurs professionnels. Mais je crois qu'il y avait vraiment une volonté parce que l'enjeu était réellement compris dans cette lutte contre les discriminations. Et puis petit à petit, la PSU, le machin, le truc, on a oublié un petit peu des choses de ce type-là. On s'est abrité derrière la PSU. Les projets n'ont pas forcément été revus. On espérait que dans la formation de base des professionnels, ça allait être quelque chose de présent. Ça y est pas. Dans la formation des auxiliaires, la formation des EGE. Il n'y a rien dedans. Et depuis 30 ans, comme tu le dis, celle des EGE, c'est lié à la volonté, en définitive. Mais c'est pas... Alors, on a une dichotomie forte, où d'un côté, tous, si on est là, c'est qu'on le croit. On sait l'enjeu. Ce que tu disais, je parle toujours de ton film et de la goutte d'or. Enfin, je veux dire, quand on voit ce que l'on a vu là, où je pense qu'on avait quelques frissons, et où on le sait ça, c'est beaucoup. Alors qu'à l'heure actuelle, on voit très bien que dans des structures, pour y tourner quelques fois, eh ben on arrive, il y a encore, alors, tout à l'heure tu parlais de la musique dans le restaurant, mais il y a des structures où on ne le voyait plus, cette musique de fond. Or, on l'a quelquefois, puis d'un coup on a l'auxiliaire qui et puis hop, ça s'arrête, elle dit Thomas, arrête-toi, bon, etc. Et Julie, assieds-toi. Et puis voilà, et les livres, on faisait attention aux livres qui étaient donnés, on faisait, etc. Les bibliothécaires apportaient des livres, les ramenaient. Maintenant, c'est vraiment lié, à la volonté des personnes, et deuxièmement à la volonté politique. C'est plus embarqué. Et je crois que l'enjeu, moi, en tant que vice-présidente du département, de ma collègue Isabelle Dexpert, qui n'est pas là pour des raisons personnelles et qui le regrette vivement, et je dois ici l'excuser, et avec Lara, qui travaille sur, je dirais, l'égalité homme-femme. Notre volonté, celle du président, c'est vraiment de dire que le culturel, c'est quelque chose de fondamental pour l'évolution et le développement des enfants, mais aussi pour les professionnels à la fois de la culture et pour les professionnels de la petite enfance. C'est un espace de création, c'est l'espace d'imagination, c'est l'espace de l'émotion. Et je crois que pour nous, c'est un enjeu très fort et nous le porterons. Et je crois que cette interpénétration, je dirais, entre l'IDAC, la direction de la culture, de la BDP, etc., et de la petite enfance, c'est vraiment quelque chose que nous voulons porter, y compris dans nos salles d'attente de PMI, que je veux absolument ouvertes, qui s'ouvrent progressivement, et où je dis aussi quelque chose d'important, c'est qu'il faut faire très attention, parce qu'effectivement, oui, Alice arrive avec son panier de livres, mais Juliette, combien de fois dans l'année voit-elle Alice avec son panier de livres? Alors nous, institution, on dit qu'on fait le chèque de 3 000, 4 000 pour 50
ou 60 venues d'Alice à tel... Mais combien de fois chaque enfant l'a vécu? Donc, si vous voulez, toutes ces questions qui relèvent de l'évaluation, il faut qu'on se les pose. Et je crois que moi, j'apprécie beaucoup que vous veniez avec nous et qu'on soit dans ce partenariat de façon à ce qu'effectivement on essaie de faire bouger les choses. Et tout seul, on ne pourra pas le faire. Et je pense qu'ensemble, on va y arriver. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire.